Salut les gars, c'est Luff et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, review du chapitre 1 de Boruto To Blue Vortex. Suite directe de Boruto, dont le chapitre 1 se nommait Boruto Uzumaki. Et cette fois, en clin d'œil, il ne s'appelle que Boruto. Tout simplement puisque Boruto et Kawaki, on le rappelle dans le chapitre 80 de Boruto, ont échangé leur place et que Boruto a tout perdu. Officiellement, ce n'est plus un Uzumaki pour euh, n'importe quelle personne autre que Sarada, Eida, Kawaki, Daimon et Sumire. Donc, on commence ce chapitre par Sarada qui entre dans le bureau du 8e Hokage, le grand, le seul, l'unique, Shikamaru, qui a pour conseiller Konohamaru. J'espère qu'ils vont pas être attaqués par les autres villages. C'est déjà un miracle qu'ils aient tenu autant de temps. Non, parce que bon, d'un côté, on a quand même Naruto. Le mec avait le démon renard à 9 queues, même sans, il pouvait passer tranquille en mode ermite. Là, on a Shikamaru. Bon, le mec, il fait juste manipulation des ombres. Bon. Par contre, pour ce qui est de diriger le village, bon, bah là, c'est plus ferme que Naruto. Mais là, il a les compétences requises. Par contre, niveau puissance, c'est pas trop ça. Donc, tout simplement, Sarada lui explique apparemment une énième fois que voilà, que faut retirer l'ordre d'exécution qui a été placé sur Boruto. Donc ça, nouvelle info, on l'avait pas au dernier chapitre. Donc là, c'est définitif, tout le monde doit le tuer, c'est un ordre. Donc on savait que c'était un criminel, hein, mais bon, on savait pas encore que c'était à ce point. Et Shikamaru qui dit que même s'il retirait l'ordre, ce qu'il refuse d'ailleurs, eh bien, il y a des gens qui ne l'écouteront pas car il a quand même assassiné le 7e Hokage et essayé d'assassiner son fils. Puisqu'on rappelle, leurs vies ont été interchangées avec Kawaki. Voilà. Donc, euh, voilà, déjà ça pose les bases. Ensuite, Shikamaru fait remarquer à Sarada qu'elle n'a même pas encore son grade de Chunin, machin, alors que ça fait un moment, a priori. Il serait temps de le passer, machin, plutôt que de raconter des conneries, en gros. Et Sarada qui va sortir l'exemple de Naruto, 7ème Hokage, et dire que c'est lui son modèle. Et c'est vrai que le mec est devenu Hokage en étant Genin, effectivement. Bon après Naruto c'est l'exception qui confirme la règle, donc c'est un peu con quand même de prendre que son exemple, mais why not. Ensuite on se retrouve avec Kawaki dans la dimension du Sukuna Ikona, avec Boruto et Hinata qui sont toujours en train de dormir en freeze actuellement. Voilà, il vient les voir de temps en temps, il les surveille, il vérifie que tout se passe bien, etc. Il les peut-être, si ça se trouve, il se confie de temps en temps, il parle un peu. Puis on va voir comme quoi il aime vraiment Naruto, ça on le savait, voilà, donc normal, le gars veille sur eux quand même. Ensuite, Sarada et Sumire vont parler à Eda pour essayer de trouver un moyen de contrer l'omnipotence. Eda va en profiter pour faire un petit résumé des 2 derniers chapitres de Boruto et leur explique que, donc nouvelle info, le pouvoir d'omnipotence fonctionne à partir d'un souhait. Donc c'est parce que c'était le souhait de Kawaki que l'omnipotence s'est activée et que Eda a utilisé son pouvoir du coup. Donc on en apprend un peu plus sur ce pouvoir, donc à ce niveau-là c'est cool, donc on peut supposer que c'était un souhait d'Eda que tout le monde l'aime, et du coup l'omnipotence s'est activée, donc un souhait très fort quand même à mon avis. Ensuite, forcément, si Sarada et Sumire, même si elles arrivent à convaincre tout le monde que l'omnipotence existe, elles leur expliquent qu'il y a des chances pour qu'on les pense que c'est
ces deux filles qui sont victimes de l'omnipotence. Ce qui est totalement logique. Voilà, si tu convaincs 800 personnes qu'un pouvoir existe, et que face à ces 800 personnes, vous êtes deux seulement à prétendre une version, bah, ils se diront que vous connaissez le pouvoir, mais c'est vous qui vous faites retourner le cerveau. C'est logique, elles sont en minorité, ça sert à rien. Ensuite, bien évidemment, si Sumire et Sarada résistent à l'omnipotence, pourquoi elles ne résisteraient pas au fait d'aimer Aida? Bon bah là, Aida et Daimon ont clairement des doutes. Daimon, on rappelle qu'à tout moment, il tue les deux. Donc, on joue la carte de la discrétion, on est en mode si, on est amoureuse de toi et tout, voilà. Bon, encore une fois, il va falloir expliquer pourquoi Sarada et Sumire résistent à l'omnipotence et au pouvoir de séduction d'Aida. Et ensuite, on va passer sur Mitsuki, qui parle avec Kawaki. Donc, on rappelle que pour lui, Kawaki c'est Boruto, et donc Boruto c'était le soleil de Mitsuki. On rappelle qu'il se considérait comme la lune, et que en gros, Mitsuki brillait parce qu'il reflétait en gros la lumière de Boruto. Comme la lune brille car elle reflète la lumière du soleil. Ce qui est une belle image assez poétique, et disant que le bon de Mitsuki ressortait grâce au bon de Boruto. Voilà, sauf que le hic, c'est que Kawaki, c'est pas Boruto, donc même si dans les souvenirs, Kawaki c'est son soleil, bon bah, Mitsuki commence à avoir des doutes. Voilà, c'est ce qui est dit à la fin de la scène. Il commence à douter un peu de est-ce que c'est bel et bien son soleil, Kawaki. Voilà, Kawaki qui au passage en a marre d'être suivi partout par Mitsuki, ce qui est aussi compréhensible. Bon, ensuite, donc à tout moment, Mitsuki, si ça se trouve, va basculer du côté obscur des ninjas, ou alors il va rejoindre le camp de Boruto, car même si pour lui c'est une autre personne, il y aura quand même l'équilibre. Genre, même si pour lui Boruto c'est Kawaki, s'il voit qu'il y a un équilibre soleil-lune avec lui, bon bah voilà. Bon, après, vu ce qu'on a dans la suite du chapitre, pas sûr que Boruto soit toujours un soleil de la même manière, mais on verra ça après. Bon, Kawaki quitte la scène en volant, voilà, bon. On voit qu'il maîtrise de mieux en mieux ses pouvoirs de Otsutsuki, hein. Ensuite, on arrive sur Imawari qui s'entraîne avec le trio Ino Shikacho. Imawari qui a bien grandi, qui a l'âge que Boruto avait dans Boruto. Qui, honnêtement, bon, elle a déjà un petit niveau correct, voilà, sans plus. On se souvient bien évidemment dans Boruto, Daimon à la fin était totalement choqué devant la puissance de Imawari. Donc c'est qu'il y a un potentiel de fou qui a exploité. Et Imawari est bel et bien victime de l'omnipotence, du moins c'est ce qu'on peut supposer, puisqu'elle dit que Boruto a sauvé son père et elle devant ses yeux. Voilà. Et cette scène, c'est celle de Kawaki qui sauve Imawari et Naruto de Delta. Donc c'est vrai. Et du coup, on peut supposer que si elle dit Boruto et pas Kawaki, c'est qu'elle fait référence à cette scène et qu'elle est bien victime de l'omnipotence. Les deux sont inversés. Cependant, elle adorait déjà Kawaki et le considérait déjà comme son frère. Concrètement, pour elle, c'était de la famille. Donc elle refuse de croire que Boruto, qui est bref, je vais pas dire qu'ils interchangent à chaque fois non plus, mais vous avez compris l'idée, que Boruto ne peut pas avoir tué Naruto. Donc, comme quoi, c'est vraiment sa famille et tout. Kawaki, pour elle, c'est vraiment devenu son frère, avant qu'ils interchangent. Donc, elle a confiance en Boruto malgré l'omnipotence. Et également, elle sent que son père est en vie. Ce qui est totalement vrai. On a vu d'ailleurs juste avant qu'il était toujours en vie tranquille. Donc ensuite, est-ce que c'est l'instinct, de la confiance ou autre chose qui fait qu'elle ressent que Naruto est vivant? Aucune idée pour l'instant, à développer dans les prochains chapitres. Ensuite,
Kawaki réduit les marques de griffes de Code, donc il vient de se rapprocher du village de Konoha. Attention, une attaque peut avoir lieu à tout moment. On peut voir également que Kawaki possède les 8 traits dans sa pupille du Sukuna Ikona, donc qu'il a atteint le même niveau de maîtrise que Jigen, au minimum. Il réduit donc les marques de griffes au sol, il voit que les ninjas en ont dans le dos, il les retire. Et on peut voir d'ailleurs que Shikamaru et lui discutent en toute confiance. Voilà, donc comme quoi, si Kawaki avait été accepté par le village dès le début, et que voilà, ils avaient vraiment considéré que c'était la famille de Naruto à partir de maintenant Kawaki, comme ce qu'il se passe là grâce à l'omnipotence, bah Kawaki, tout le monde lui fait confiance, il leur rend cette confiance, il protège le village. Voilà, il a enfermé Naruto pour le protéger de l'éventuel retour de Momoshiki Otsutsuki. Et en attendant, il protège le village à sa place, comme quoi il s'est quand même, a priori, un minimum attaché au village de Konoha également. Après tout, ça fait quand même, du coup, un bon moment qu'il y vit depuis l'ellipse. Donc voilà, il protège le village, etc. Sauf que, bon, il n'a pas réduit les marques sur toutes les gens, parce qu'il y a beaucoup de personnes à Konoha. Et on a une première attaque des mini-Jubi. Voilà, les mini-Jubi qui se ramènent. Bon, oui, je vous le reconfirme, c'est clairement des freezers, mais bon, on s'en fiche, on est dans Boruto, voilà, on se reconcentre. Donc les mini-Jubi attaquent le village de Konoha, sûrement une attaque de code, peut-être le début d'une guerre. Kawaki vient immédiatement défendre les villageois des mini-Jubi, Sarada vient également défendre Konoha, logique. Ensuite, Code sort des mini-Jubi et se retrouve face à Sarada. Il demande, en gros, il veut voir Boruto. Et Sarada, tout simplement, lui dit que ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas vu Boruto, donc a priori, l'ellipse a duré 3 ans. Et Code dit qu'il le poursuit depuis 2 ans. Ça signifie tout simplement qu'il y a eu une altercation entre Boruto, Sasuke et Code, puisque Sasuke était aux dernières nouvelles avec Boruto en train d'entraîner. Et nous pouvons voir également que Code a perdu un œil, donc qu'il y a eu un combat féroce a priori. Et il dit que il pense l'attirer en attaquant les gens qu'il aime. Et là, il ne parle pas du village. On rappelle, pour lui, c'est Kawaki à la base. Donc le gars Boruto, pour lui, n'a aucun lien avec le village de Konoha et tout. Juste, il dit les gens qu'il aime. Donc, il a bien compris que Sarada, lien avec Sasuke. Voilà, donc il a bien compris que Boruto tenait à Sarada, la fille de Sasuke, etc. Donc, bref, Code a eu pas mal d'infos. Le combat a dû être bien vénère quand même. On aura sûrement un flashback un peu plus tard dans les prochains chapitres pour expliquer ce qui s'est concrètement passé durant cette altercation. Bon, et là, on a une entrée en scène badass et totalement humiliante. Voilà, Boruto est littéralement en train de spawn. Voilà, totalement badass. Et Kawaki est pour lui un simple marchepied. D'ailleurs, Kara design de Boruto, totalement génial. La cape, le sabre de Sasuke. Bon, après, du coup, on peut se dire, s'il a le sabre de Sasuke et la cape de Sasuke, qu'ils se sont battus contre Code il y a un an, ça sent pas très bon pour Sasuke pour l'instant. Mais bon, on peut poursuivre le chapitre. Donc il esquive un coup de Code. Kawaki et Shikamaru et tout le monde remarquent que Boruto vient de spawn random comme ça au village d'un coup. Bon, après, il va falloir expliquer du coup comment il a fait pour arriver. Est-ce que c'est un ninjutsu, enfin un dojutsu de téléportation. Enfin, est-ce que c'est grâce à sa pupille qu'il s'est téléporté et le ninjutsu temporel, pardon, ou est-ce qu'il s'est téléporté d'une autre manière? Bon, a priori, ça serait quand même, je suppose, le ninjutsu spatio-temporel de sa pupille.
et Shikamaru qui, malgré tout, a l'air d'avoir écouté un minimum Sarada, et qui dit de se concentrer sur Code, de surveiller Boruto, hein, attention, mais de se concentrer sur Code quand même. Et ensuite, on voit que Boruto ne lâche pas un seul sourire du chapitre, donc ça sent vraiment pas bon pour Sasuke. Et on se retrouve avec une scène finale où Kawaki, Code et Boruto s'apprêtent à lancer la guerre de Konoha, à start le combat. Et le chapitre se clôture ainsi. Donc on peut attendre du chapitre 2 un combat mémorable à 3. Les mini-jubi contre les ninjas de Konoha, d'ailleurs, on n'oublie pas, hein. Alors ensuite, est-ce déjà la scène du chapitre 1 de Boruto? Est-ce que ça part de là? Ou est-ce que c'est plus tard ça? On ne le saura que dans les prochains chapitres. Prochain chapitre, j'en ferai bien évidemment des reviews. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à laisser un commentaire si vous voulez discuter, à vous abonner et partager la vidéo si vous voulez soutenir la chaîne. Et je vous dis à la prochaine, c'était Monkey D. Luffy, bye.